Ce film est un cadeau. Et ouais, en contemplant la multitude d'images qui foisonnent à l'écran pendant le visionnage de ce film, on peut les voir comme autant de lettres d'amour écrites avec tendresse par Katsuhiro Otomo et toute son équipe de production à l'intention de l'humanité tout entière. Voilà, c'était une façon certes un peu exagérée mais très sincère de vous dire de foncer voir ce chef-d'œuvre si ce n'est déjà fait. Akira est bien plus qu'un simple film, c'est une œuvre d'art avec des entrailles, une créature cinématographique qui nous permet de plonger au cœur de l'expérience humaine. Et il nous rappelle que la vie est en perpétuel mouvement et que rien n'est statique, que chaque instant est précieux. Depuis sa première projection en 1988, Akira s'est mué, au fil des années, en un prisme iridescent qui réfracte continuellement sa lumière magnifique sur toute la culture populaire. Une influence qui demeure particulièrement vive encore aujourd'hui. En fait, c'est simple, pour moi, Akira signifie 128 minutes qui seront toujours trop courtes. Le long métrage d'Akira a déjà fait ses preuves en termes de qualité cinématographique. Pour ma part aujourd'hui, je vous propose d'aborder ce film sous un nouvel angle, un angle musical et sonore. Oui, aujourd'hui nous allons prêter une oreille attentive à l'œuvre de Katsuhiro Otomo. Pour l'adaptation cinématographique de son célèbre manga, Katsuhiro Otomo a minutieusement réfléchi à l'orientation artistique de la musique de son film. Dans une interview publiée dans l'édition spéciale Laserdisc de 1993, dans une partie dédiée à la pré-production du film, il nous apprend que son premier désir vis-à-vis de la musique était de faire vibrer cette dernière comme une Tokyo futuriste et nocturne plongée dans l'éclat des néons, tout en cherchant une cohérence musicale du début à la fin. De plus, dans un souci d'originalité, il souhaite autant que possible éviter l'utilisation de musique classique. En fait, ici, il nous fait part de son envie d'accompagner cette musique d'une empreinte chaleureuse et luxuriante aux sonorités inhabituelles. Une musique avec des chœurs et surtout du rythme. Beaucoup de rythme. Car, comme il le dit lui-même, en cette phase cruciale de pré-production, Katsuhiro Otomo avait déjà en tête une vision globale pour la bande sonore de son film. Mais pourtant, cette vision demeurait quelque peu énigmatique. C'était comme si son concept artistique se matérialisait sous la forme d'un étrange méli-mélo qu'il peinait à décrire clairement à son équipe. Ouais, un étrange méli-mélo, hein. Mais moi je pense que c'est certainement là que son cerveau a fait tilt. Et pour cause, car il s'avère que Katsuhiro Otomo se souvient d'un collectif musical des années 70 particulièrement hors du commun. Ce groupe fusionnait des éléments de musique traditionnelle de différentes cultures mondiales avec du rock et de la musique électronique. Leurs performances dans les rues de Tokyo à cette époque n'ont laissé personne indifférent, et ça pour deux aspects en particulier. Tout d'abord, leur interprétation du ketchak, une danse rituelle balinaise rythmée par un chœur exécutant un chant percussif d'une synchronicité parfaite visant à symboliser l'élévation spirituelle. Et ensuite, leur chorale de chant bulgare féminin d'une puissance vocale véritablement exceptionnelle. Il est à noter que cette chorale a grandement contribué à la renommée du collectif à cette époque. Par simple curiosité et sans avoir encore rien décidé, Katsuhiro Otomo décide de se plonger dans l'univers musical de ce collectif. À sa grande surprise, il découvre que non seulement le groupe est encore en activité, mais qu'en plus ce dernier possède déjà une discographie bien solide. Sans plus attendre, Otomo décide d'écouter leur album le plus récent, à savoir Ecophonie Line, sorti en 88. Pour Katsuhiro Otomo, c'est une véritable révélation. Les sonorités de cet album correspondent exactement à ce qu'il avait imaginé pour les musiques de son film. Sans hésiter, il entreprend immédiatement les démarches pour engager ce groupe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses vont aller très vite. Un premier contact téléphonique est établi, et la joie d'Otomo est immense lorsque le collectif se montre particulièrement enthousiaste à l'idée de collaborer avec le célèbre mangaka. C'est maintenant officiel, l'adaptation cinématographique d'Akira va avoir sa musique. Et oui, Katsuhiro Otomo a donc jeté son dévolu sur un collectif musical aux allures bien mystérieuses, son nom, Geino Yamashirogumi. Et attendez-vous à être surpris parce qu'il y a beaucoup à dire. Geino Yamashirogumi. Derrière cet étrange nom se trouve un collectif de musiciens non professionnels venant de divers horizons sociaux. On y trouve des informaticiens, des ingénieurs, des cadres, des universitaires ou encore des ouvriers. L'histoire commence en 1953 avec une petite chorale d'étudiants de différentes universités. Cependant, c'est en 1966, lorsqu'un certain Choji Yamashiro prend les rênes du groupe, qu'ils commencent à se diversifier musicalement, explorant davantage la musique du monde et la musique électronique. C'est sur Choji Yamashiro que nous allons nous concentrer dans un premier temps parce qu'il est presque impossible de parler du collectif sans en évoquer son rôle central.
Petite parenthèse à ce stade de la vidéo, Shoji Yamashiro est en réalité un pseudonyme qu'il utilise pour ses activités musicales. Son vrai nom est Tsutomu Ohachi, mais pour plus de clarté je continuerai à l'appeler Shoji Yamashiro jusqu'à la fin de cette vidéo. Originaire de la préfecture de Tochigi, il a fréquenté l'université de Tohoku et en ressort doctorant en sciences de l'agriculture. Il a par la suite occupé des postes tels qu'instructeur à l'université de Tsukuba, professeur à l'Institut national d'éducation multimédia, professeur à l'Institut de technologie de Chiba, et entre autres directeur général du département d'ingénierie Kansei. Passionné par la musique du monde et sa pratique, il n'hésite pas à mélanger ses nombreuses connaissances. Par exemple, il intègre l'ingénierie Kansei, qui relie les émotions des clients aux caractéristiques des produits, un concept toujours très prisé par nos commerciaux et marketeurs contemporains. Mais ce n'est pas tout, il s'intéresse aussi aux sciences environnementales, à la vie artificielle et même à la biologie moléculaire. Ouais, carrément. Après avoir pris les commandes du collectif en 1966, ce n'est qu'en 1974 que le nom Geino Yamashiro Gumi fut définitivement adopté. Leur projet est simple, étudier et pratiquer un large éventail de techniques de musique du monde, tout en explorant cette nouvelle technologie intrigante qu'est l'audio numérique qui venait tout juste de faire son apparition. Le tout mené par des travaux scientifiques un peu controversés, mais ça on y reviendra plus tard. De ces créations naît une multitude d'albums distribués entre 1976 et 1986. Comme nous l'avons vu, c'est en écoutant l'album Ekophonie Line de 1986 que Katsuhiro Otomo a eu une révélation. Selon lui, les sonorités de cet album correspondaient parfaitement à l'idée qu'il se faisait de la musique pour son film. En fait, le créateur d'Akira a tellement confiance en Geino Yamashiro Gumi qu'il va leur donner une totale liberté créative. Certaines scènes sont même conçues et animées d'après les structures originales des musiques, ce qui est une approche plutôt rare dans le monde du cinéma. La musique d'Akira s'inscrit comme le souhaitait Katsuhiro Otomo dans la continuité artistique d'Ekophonie Line. D'ailleurs, les 3 albums sont considérés par le collectif musical comme une seule et même pièce. Et difficile de leur donner tort quand on fait l'expérience de les écouter à la suite. Franchement, si vous aimez les musiques d'Akira, foncez écouter ces 2 pépites, vous ne serez pas déçus. Maintenant, je vous propose qu'on s'attarde sur les différents instruments de musique utilisés par le collectif pour concevoir les musiques d'Akira. La première chose qui frappe quand on écoute les musiques d'Akira pour la première fois, c'est à quel point il est compliqué de clairement identifier ce qu'on entend, tant les instruments utilisés et leurs sonorités sont inhabituels. Commençons par l'instrument qui représente à lui seul environ 50% des musiques, à savoir le gamelan originaire d'Indonésie. Alors en fait, le gamelan n'est pas vraiment un instrument de musique à proprement parler, il s'agit plutôt d'un ensemble d'instruments traditionnels comprenant des métallophones, des xylophones, des gongs et une multitude de percussions métalliques ou en bois. Et bien sûr, histoire d'en rajouter une couche, le tout peut varier d'une région à l'autre, ce qui fait du gamelan un instrument de musique extrêmement riche. Et pour Akira, le collectif Geino Yamashiro Gumi a principalement utilisé 2 familles d'instruments issus du gamelan. Premièrement, la famille des percussions en bois, qui comprend entre autres le grantang et le jegog. Imaginez un xylophone mais avec des tubes de bambou géants, c'est un peu l'idée. Le thème de Keneda, qui accompagne les premières minutes du film, utilise en grande partie ce type d'instrument, et oui, je dis Keneda. Et la famille des métallophones et des percussions en métal, comprenant le saron, le peking, le demung, le slientem et enfin le gender. Vous pouvez entendre ces instruments dans le thème Tetsuo, ou encore sur le magnifique Illusion. Une des particularités du gamelan, c'est la phénoménale largeur de son fréquentiel. Pour être plus précis, avec ses instruments métalliques atypiques, ce dernier va générer une grande quantité d'harmoniques et donc atteindre de très hautes fréquences, inaudibles pour la majorité d'entre nous. Mais ça, on y revient dans un autre chapitre. Une autre famille d'instruments très présents dans les musiques d'Akira sont celles issues du théâtre japonais, le théâtre kabuki. Et oui, puisque lors des représentations théâtrales, le spectacle était toujours accompagné d'un petit orchestre et de chants traditionnels. Vous allez voir, les sonorités ne vous seront pas inconnues. Le magnifique thème Illusion est de loin le plus représentatif à ce niveau. Ce dernier comporte même un segment de plusieurs minutes exclusivement composé de ce type de sonorité issu du théâtre kabuki. C'est un peu déroutant à la première écoute, mais ça reste un parti pris très intéressant. Alors il faut savoir que cette famille d'instruments est un peu comme le gamelan, présente sur presque toutes les musiques du film, même celles où on s'y attend le moins.
Parmi les instruments plus lambda, on va trouver une guitare électrique saturée sur quelques morceaux. Elle est particulièrement présente dans le thème Exodus from the Underground Fortress, vous savez, le thème qui accompagne la scène assez chaotique des émeutes. Moi personnellement, je trouve que c'est une des meilleures musiques du film. Pour parler un peu plus technique, j'ai toujours été extrêmement admiratif de la solidité de son mixage et de son côté très atypique. Et pour le coup, je pense que cette guitare y joue un grand rôle. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus organique, les voix. Et des voix, il y en a. Les chœurs sont partout et les styles sont très variés. En plus d'une chorale dite classique, comme sur Keneda ou la première partie de Requiem, et j'ai encore dit Keneda, on trouve aussi une chorale de chant bulgare féminin absolument somptueuse sur la seconde partie du thème Mutation. Je pense même que si je devais en retenir qu'un vis-à-vis des voix, ce serait clairement ce thème. Et on va même trouver des chants d'inspiration bouddhiste. On a souvent tendance à penser au thème Shomyo, mais laissez-moi vous dire qu'un autre thème, le génial Requiem, va jusqu'à inclure un chœur dont le débit évoque très clairement une prière chamanique. Et devinez quoi, il contient carrément un mantra bien réel. Le résultat est tout simplement génial, surtout dans le contexte de ce thème déjà très puissant dans son ensemble. Et n'oublions pas le ketchak, vous vous souvenez, cette danse balinaise accompagnée d'un chœur extrêmement synchronisé et rapide. Et le ketchak, pour être plus précis, il ne s'agit pas vraiment de chant. Puisque dans sa forme la plus traditionnelle, le ketchak consiste en des répétitions syllabiques qui créent un résultat très percussif, rappelant presque le beatbox. Composés exclusivement d'hommes, les chanteurs sont répartis en plusieurs sections et disposés en cercle. Ainsi, le son de leur voix tourne littéralement autour des danseurs, toujours dans cette idée de symboliser l'élévation spirituelle. Et bien devinez quoi, on retrouve cette forme traditionnelle si particulière du ketchak dans les musiques du film, à condition de bien tendre l'oreille. C'est du côté du thème Mutation que ça se passe, écoutez attentivement. Comme vous l'entendez ici dans la version de l'album, le traitement spatial de la stéréo du chant ketchak est un peu particulier, puisque les voix se déplacent d'un côté à l'autre très rapidement tout en se déphasant légèrement. L'objectif d'un tel mixage est justement de reproduire le caractère circulaire de ce chant traditionnel. Il est maintenant temps d'aborder une partie cruciale, celle sans laquelle les musiques d'Akira ne seraient tout simplement pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Roland D50. Évidemment, quoi de plus logique pour le collectif Geino Yamashiro-gumi que de se tourner vers un synthétiseur en avance sur son temps. En 1987, lors de la production du film, cette merveille venait tout juste d'arriver dans les magasins de musique japonais. Pas besoin d'en dire plus sur cette légende qu'est le Roland D50 utilisé par les plus grands de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, le D50 est absolument partout, même là où vous ne l'attendez pas. Cette véritable usine qu'est ce synthétiseur repose sur une forme de synthèse créée par Roland spécifiquement pour ce modèle, la synthèse linéaire. En expliquant très basiquement cette synthèse, c'est une technique révolutionnaire qui permet de mélanger plusieurs échantillons audio entre eux via différents algorithmes de manière totalement transparente. L'objectif étant bien sûr de créer de nouvelles sonorités hybrides. Alors bien sûr, de nos jours, avec les avancées technologiques, ça peut nous faire un petit peu sourire, mais sachez quand même qu'à l'époque de la production du film, le D50 pouvait aisément prétendre au titre de Saint Graal du sound design, et ce n'est pas une blague. Avec toute cette technologie très en avance sur son temps, le D50 est naturellement très présent dans les musiques du film, plus particulièrement avec ses sonorités d'orgue dans Tetsuo, ou encore dans Requiem. Ou encore avec un son plus synthétique, que moi j'adore personnellement, sur Wind Over Neo Tokyo. Années 80 oblige, l'autre synthétiseur utilisé est le très célèbre Yamaha DX7, ici dans sa version DX7 2D.
Il faut savoir qu'il existe très peu de données sur les morceaux l'utilisant, puisqu'il est très en retrait comparé au Roland D50, ce qui laisse penser qu'il a surtout été utilisé pour créer des nappes synthétiques plus discrètes et basiques. On peut aussi mentionner la présence lors de la production du film d'un synclavier, ici dans sa version 6400, qui n'est ni plus ni moins que l'un des tout premiers samplers du marché. Mais attention au piège, il faut savoir que contrairement à ce que prétendent certaines sources, le synclavier n'a absolument pas été utilisé pour la musique, mais uniquement pour les effets sonores du film. Ça ne paraît peut-être pas impressionnant, mais quand on regarde les spécificités techniques de ce monstre, on a du mal à croire qu'on est dans les années 80, ce qui explique son prix de vente à l'époque d'ailleurs. À l'époque, c'était la première fois au Japon qu'un long métrage utilisait ce type de matériel pour le bruitage. Mais après tout, cela n'a rien d'étonnant pour un projet qui se veut à la pointe de la technologie, quel que soit l'aspect. Et d'ailleurs, sans ces nouvelles technologies, les musiques d'Akira n'auraient jamais pu être ce qu'elles sont aujourd'hui. Lors de la production du film, le collectif musical s'est en effet heurté à un tout petit problème. Et pour cause, le collectif ayant l'habitude d'utiliser des instruments traditionnels de tous horizons, il a été décidé que la totalité des musiques se baserait sur l'accordage de celui qui est le plus présent dans les musiques d'Akira, à savoir le gamelan. Il se pose donc fatalement le souci de leur compatibilité avec les systèmes d'accords plus classiques. Dans le cas du gamelan, originaire de Java et de Bali, il s'agit du système Slendro, et du système Pelog. Dans les années 80, les synthétiseurs n'étaient pas capables de reproduire les gammes du gamelan qui ne suivent pas l'accordage tempéré des échelles occidentales, car elles impliquent des inflexions microtonales qui n'étaient absolument pas intégrées dans les machines de l'époque. Pour pallier ce problème, le collectif a donc usé d'astuces, allant jusqu'à reprogrammer les synthétiseurs pour qu'ils puissent tenir compte de ces particularités liées au Slendro et au Pelog. Ainsi, le Roland D50 et le Yamaha DX7 étaient maintenant parfaitement compatibles avec ces deux échelles musicales. Alors, j'ouvre une petite parenthèse concernant les autres instruments traditionnels à l'accordage particulier. On trouve en effet malheureusement que de trop maigres informations concernant le traitement appliqué à tel ou tel instrument. On peut tout de même noter selon certaines sources l'utilisation d'un pitch shift. Il s'agit d'un petit module permettant de modifier la hauteur des notes de façon très précise. Mais malheureusement, je serais totalement incapable de vous dire dans quelle mesure ce module a été utilisé. Maintenant, je vais vous proposer un petit bond dans le temps bien après la sortie du film au cinéma. Nous sommes dans les années 2000 et Shoji Yamashiro continue ses activités professionnelles dans le cadre de ses recherches scientifiques, et il lui arrive souvent de penser à Akira pour une raison particulière, puisque ce dernier a toujours regretté de ne pas avoir pu restituer toute la largeur fréquentielle de certains instruments, principalement du gamelan, qui à travers ses métallophones et ses gongs vont bien au-delà de notre capacité d'écoute humaine. Cela s'explique par le fait qu'au moment de la production du film, les musiques ont été mixées sur du matériel analogique qui, bien qu'à la pointe de la technologie à l'époque, était malgré tout incapable de capturer de telles fréquences. En fait, Shoji Yamashiro est fasciné par le lien entre les très hautes fréquences et leur impact sur le cerveau humain, et il consacre d'ailleurs une très grande partie de ses travaux à cette étude. C'est donc lors de l'approche de la nouvelle édition Blu-ray du film que Shoji Yamashiro a été rappelé par Katsuhiro Otomo afin qu'il s'occupe du remaster des musiques du film. C'est donc à travers cette édition que le fruit des récentes recherches de Shoji Yamashiro entre en jeu, à savoir l'Hypersonic Effect. Pour restaurer la bande audio du long métrage d'Akira, Shoji Yamashiro a décidé d'y mettre le paquet. Il souhaite revitaliser les musiques de façon à ce qu'à la lecture du Blu-ray, elle soit, selon ses termes, luxuriante, attirante et explosive. Il est à noter qu'en plus de musique, il s'occupera également de la restauration des effets sonores pour cette nouvelle édition. Mais pour concrétiser son idée, il a besoin de très hautes fréquences, des fréquences allant au-delà de 100 kHz. À ce stade, une question légitime se pose. Puisque la plage de fréquences audibles de l'oreille humaine ne dépasse pas 20 kHz, à quoi bon s'embêter à capturer des fréquences qui de toute manière ne nous sont pas perceptibles? Pour répondre simplement, il faut bien distinguer la différence entre l'écoute et le ressenti. Ça, c'est la clé pour comprendre l'Hypersonic Effect. Mais oui, t'es bien beau avec ton Hypersonic Effect, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, l'Hypersonic Effect serait un phénomène dans lequel l'écoute des sons ultrasonores, c'est-à-dire les sons dont les fréquences dépassent la limite audible par l'oreille humaine, activerait, selon Shoji Yamashiro, la structure profonde du cerveau. Elle entraînerait ainsi une augmentation de son flux sanguin, une augmentation des ondes alpha, une amélioration de l'activité immunitaire et une réduction de la production de l'hormone du stress. En conséquence, l'Hypersonic Effect pourrait améliorer l'état physiologique global, intensifier la sensibilité sensorielle et émotionnelle, et amplifier la perception de la beauté et du plaisir. Voilà, maintenant vous savez pourquoi en vidéo je parlais de travaux scientifiques controversés.
Inutile de préciser que l'Hypersonic Effect et sa mention Hypersonic Sound applicable sur les médias compatibles est très loin de mettre tout le monde d'accord. Alors s'agit-il d'un véritable phénomène ou d'un bullshit marketing? Moi je suis incapable de vous apporter la réponse. Par contre, il y a quand même des points très intéressants à aborder sur le sujet. Et oui, pour que l'Hypersonic Effect soit effectif lors du visionnage du film, Shoji Yamashiro a donc besoin que la piste audio produise de très hautes fréquences, qui je le rappelle vont bien au-delà de 100 kHz. À titre de comparaison, une piste audio de qualité dite studio couvre 48 kHz. Fort heureusement pour lui, le Blu-ray et sa capacité de stockage gigantesque est parfaitement capable de lire une telle piste audio. La piste sera donc quantifiée à 24 bits avec un fréquentiel de 192 kHz, ce qui représentera sur le produit final un débit de 14 340 kilobits par seconde, ce qui est totalement hallucinant. Le point intéressant ici, c'est que Hypersonic Effect ou pas, cette piste n'en reste pas moins absolument dingue en termes de qualité et justifie totalement l'achat de cette version Blu-ray de 2011. Et on va voir que les très hautes fréquences convoitées par Shoji Yamashiro n'y sont pas pour rien. À ce stade, j'imagine certains d'entre vous froncer les sourcils et se dire « mais en quoi plus d'aigus rendrait l'écoute plus agréable? Ce n'est pas l'extrême inverse ?» Eh bien, oui et non. J'ouvre une petite parenthèse, mais il est très important de différencier les aigus et ce qu'on appelle l'air. Là où les aigus vont se situer entre 2 kHz et 10 kHz, avec effectivement des zones, surtout aux alentours des 8 kHz, qui peuvent être très désagréables, voire dommageables pour nos oreilles si elles sont trop élevées, l'air, quant à lui, va se situer au-delà de 10 kHz. En fait, les aigus vont avoir un rôle essentiel pour la définition et la présence. L'air, lui, en revanche, est utilisé pour ajouter une finition délicate, pour améliorer l'espace et la profondeur sonore, et c'est justement tout l'intérêt de cette version Blu-ray. Je ne saurais vous l'expliquer clairement, parce qu'on est totalement dans un type de ressenti qu'il est très compliqué d'imager, mais au visionnage du film dans cette version, même avec les musiques les plus chaotiques, tout semble parfaitement être à sa place, et ce malgré la quantité phénoménale d'informations qui parviennent à nos oreilles. Et je ne parle même pas du gamelan, la barrière des 100 kHz ayant été brisée, il paraît ici plus palpable et vivant que jamais. Ma plus grande claque après avoir visionné cette version fut très clairement les moments où le thème de Tetsuo était audible. La musique est à la fois chaleureuse et imprévisible et les très hautes fréquences y contribuent grandement. Alors, Hypersonic Effect, ouais, non, mais vous savez quoi? On s'en tape. On s'en tape car cela n'a aucune importance, la seule chose à retenir c'est que cette piste audio reste dans tous les cas absolument démentielle et unique. Sonorité luxuriante, attirante et explosive, finalement le Shoji Yamashiro a tapé juste. Maintenant, comment profiter de ces hautes fréquences? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir raquer, et pas qu'un peu. Il vous faudra d'abord trouver un lecteur Blu-ray capable de décoder un tel signal le plus fidèlement possible. Pour restituer ces hautes fréquences, vous aurez aussi besoin d'un préamplificateur et d'un amplificateur de puissance de classe A. S'ajoute à cela naturellement un amplificateur home cinéma compatible Dolby True HD, 192 kHz et 5.1. Et pour ce qui est des enceintes, c'est là que ça se complique un peu, puisqu'en dehors du monde professionnel, les systèmes d'enceintes 5.1 atteignant de telles fréquences sont quasi inexistantes sur le marché. Il va donc falloir tricher un peu avec un système plus classique, mais néanmoins d'excellente qualité, c'est important, en y ajoutant deux nouvelles petites enceintes de type Super Tweeter, spécialement conçues pour restituer ces hautes fréquences en les branchant chacune sur les enceintes frontales gauche et droite du système 5.1. Et c'est seulement avec tout ce matériel en votre possession que vous pourrez prétendre pouvoir profiter de cette incroyable piste audio de l'édition Blu-ray d'Akira. Alors j'en ai conscience, tout ça, ce n'est pas donné. Ce que je peux vous conseiller si vous êtes de gros fans du film, c'est de faire comme moi il y a 10 ans. En fait, j'avais chiné ce qu'il fallait sur Le Bon Coin et eBay. J'avais pu par exemple trouver un lecteur Blu-ray BDP S5000ES et une paire de Super Tweeter compatibles à très bon prix. Mais n'ayez aucun doute sur le fait que ça vaut le coup, ces conditions d'écoute enrichissent grandement l'expérience audiovisuelle et honorent totalement l'œuvre visionnaire de Katsuhiro Otomo. Un aspect fondamental à retenir vis-à-vis de la musique d'Akira, c'est sa capacité à combiner harmonieusement divers instruments traditionnels du monde entier, différents types de chœurs et des synthétiseurs dont un particulièrement en avance sur son temps, et le tout en y mélangeant plusieurs codes musicaux, sans oublier l'importance des nouvelles technologies qui ont été au cœur de sa conception, jusqu'à même jouer un rôle crucial dans la postérité de la musique, notamment à travers les éditions plus récentes du film et de l'album. Je pense que la raison pour laquelle le résultat est si unique réside dans le fait que du début à la fin, tout a été conçu sous une impulsion particulière, et cette impulsion, c'est l'expérimentation. J'irai même plus loin en employant un autre terme, il s'agit d'exploration. C'est cette quête incessante d'exploration sonore et cette générosité de la part du collectif Geino Yamashiro-gumi et de Katsuhiro Otomo qui fait que la musique d'Akira soit si atypique et ne peut définitivement pas laisser indifférent. Ouais, en ce qui me concerne, moi j'en viens toujours à la même conclusion, c'est que, ce film respire.
Et ce sera tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que je vous ai appris des trucs. Je pense avoir fait le tour des aspects les plus intéressants de la bande originale d'Akira, mais si vous voulez échanger davantage sur le sujet, l'espace commentaire est là pour ça. Vous pouvez aussi me toper sur X et sur Thread et sur Facebook. Et si vous voulez me filer un petit coup de pouce, me soutenir dans mes projets, j'ai un Patreon qui est là pour ça, vous pouvez aller y jeter un œil si vous le souhaitez. Prenez soin de vous, c'est très important, je vous dis à très bientôt, ciao.